Merci à tous d'être là. Merci aux intervenants d'avoir accepté l'invitation et aux étudiants d'avoir fait ce travail. On avait souhaité organiser, c'est un travail qu'on mène depuis quelque temps avec l'Institut régional du travail social et le Centre régional de formation des professionnels de l'enfance. On travaille beaucoup sur les questions d'enfance, d'éducation et de politique depuis maintenant un gros semestre, et on avait voulu organiser avec les deux enseignantes avec qui je travaille régulièrement une journée sur la question de la participation et de la politisation des enfants. Ce qu'on a fait, c'est cette journée. Il y a un vrai enjeu à poser la question, ou plutôt à amener l'enfance sur le champ politique, puisque je le rappelais ce matin avec les étudiants, on a toujours tendance à considérer l'enfance comme quelque chose qui serait étranger à la question politique. Or, il me semble essentiel, Jean-Marc nous le dira tout à l'heure, que dès lors qu'on parle d'enfance, dès lors qu'on parle d'éducation, la question politique doit nécessairement se poser. C'était un petit peu le sens de la journée d'aujourd'hui. Alors, c'est dans un contexte un peu particulier parce qu'on parle beaucoup de participation des habitants, de participation des jeunes. Et l'idée était, au travers de cette journée, de poser un petit peu la question de savoir à quoi ça sert. Et surtout, quelles sont les raisons sous-jacentes à cette intention, c'est même parfois même une injonction, à l'idée qu'il faudrait faire nécessairement de la participation. Alors c'est nécessairement très bien, mais à condition qu'on place cette question de la participation et qu'on l'inscrit très fermement dans le champ politique. Voilà, donc c'était un petit peu les questions qu'on souhaitait poser aujourd'hui. On est parti du texte de la Convention internationale des droits de l'enfant signé en 89 et notamment d'un article 12, si vous voulez. Je vous le lis très vite, mais je sais qu'Ariane Nougoa tout à l'heure reviendra là-dessus. Simplement pour relever quelques contradictions, quelques aspects un peu étranges. Donc cet article 12 dit notamment « Les États garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. » Et en fait, dans cette formulation-là, il y a à peu près tout. La première chose, c'est les États qui garantissent à l'enfant. C'est déjà assez amusant de voir que c'est les États qui garantissent à l'enfant, donc on peut le dire autrement, c'est les adultes qui garantissent à l'enfant. Et un autre aspect qui est un petit peu surprenant, c'est eu égard à son âge et à son degré de maturité. Donc là ici aussi, comment on évalue le degré de maturité d'un enfant. Voilà, il y a des questions qui se posent très concrètement autour de ces aspects-là. Et en fait, la question qui est sous-jacente, et c'est celle qu'on souhaite poser aujourd'hui, c'est la question de la représentation. Est-ce qu'on considère l'enfant comme un petit être vulnérable, immature, qu'il faudra accompagner, qu'il faudrait protéger, ou est-ce qu'on considère l'enfant comme un sujet politique dont le rôle des adultes serait de tendre vers son émancipation et pas simplement vers sa protection? Vous voyez, du coup, c'est pas du tout la même logique de travail, et du coup, les différents intervenants qui sont ici, y compris les étudiants, amèneront un point de vue sur cet aspect-là à partir des différentes enquêtes ou expériences qu'ils peuvent avoir. Voilà, donc je présente rapidement tout le monde. En commençant, parce que je le fais dans l'ordre, par Ariane Mathieu Nougoa, qui travaille à l'UNICEF et qui fait peut-être pas pression, je dis souvent pression, mais peut-être pas pression, mais qui en tout cas incite assez fermement les collectivités à respecter les engagements qui ont été pris dans le cadre de la Convention internationale des droits de l'enfant. Voilà, il y a un vrai enjeu qui a été fait, il y a un texte fort qui a été signé en 89, ce sont des intentions politiques, maintenant il faut savoir comment on les traduit en actes et comment on les fait respecter. Également donc Damien Bonne, qui est docteur en sciences politiques, et qui est l'auteur d'une thèse sur les conseils municipaux des enfants, et qui montre très bien comment les conseils municipaux des enfants, plutôt que de contribuer à la politisation des enfants, visent plutôt à dépolitiser l'ensemble des enjeux qui ont trait à l'enfance dans le cadre de ces discussions qui peuvent avoir lieu dans les conseils municipaux des enfants. Voilà, je fais très court, hein, mais de toute façon Damien reviendra sur les enjeux de sa thèse. Jean-Marc Guérien, qui est enseignant ici sur le Dunkerquois à l'école élémentaire Lamartine, et qui viendra témoigner de son expérience en pédagogie freinée, et qui vise à questionner un petit peu cette question de la citoyenneté en mettant l'enfant au cœur du processus éducatif. Là aussi, je la fais très courte et de manière un peu caricaturale, mais Jean-Marc précisera un petit peu les choses. Et puis les étudiants de l'IRTS et du CRFPE qui témoigneront et qui feront aussi un retour d'expérience à partir de vos terrains de stage respectifs sur la manière dont la participation et la politisation, j'espère, est prise en compte ou écartée, si prise en compte, comment,
dans les structures dans lesquelles ils ont fait leur stage. Voilà, je pense qu'on peut débuter. Bonjour à tous. Je reviens pas sur ma présentation, parce que effectivement, je suis chargée de projet à l'UNICEF France, et donc du coup, ma présentation sera forcément faite à l'aune de la Convention internationale des droits de l'enfant, et donc de questionner un petit peu quelle est la place de la participation dans la Convention et pour nous, UNICEF, un point important, comment les collectivités locales participent à l'application de cette Convention et donc à l'existence de ce droit à la participation pour les enfants. Puisque effectivement, si ce sont les États qui sont partis à la Convention, finalement, dans la réalité de tous les jours, ce sont les collectivités qui sont plus proches des administrés et qui font vivre ces droits. Donc quand on s'intéresse à la question de la participation, on est spontanément tenté de parler de la participation politique au sens traditionnel, c'est-à-dire au sens de la participation aux échéances électorales. Et donc on analyse la participation à travers un marqueur principal qui est celui de l'abstention. Mais se concentrer sur cet indicateur qu'est l'abstention, c'est finalement un indicateur intéressant, mais pas exclusif de ce que représente la participation. D'une part, parce qu'il exclut de fait une large partie de la population, à savoir tous ceux qui n'ont pas encore 18 ans. Et d'autre part, parce que la participation, ce n'est pas uniquement l'acte de vote. La participation, c'est l'implication finalement des uns et des autres à la vie de la cité, à l'administration de la cité, et donc la participation ne peut pas être réduite à sa forme électorale. Donc, qu'en est-il de la participation des jeunes ? Comment est-ce que cette participation existe ? Quelle est la place de la participation des jeunes aujourd'hui dans les collectivités ? C'est un peu ce que je vais essayer de discuter, de débattre avec vous, en revenant d'abord sur la question du sens de la participation au regard de la Convention, et ensuite en questionnant un peu la place et le rôle des adultes et donc des élus des collectivités dans l'existence de ce droit. Dans le texte de la Convention, effectivement, Richard l'a rappelé, l'article 12 traite de la question de la participation, mais pas seulement. On retrouve à peu près 4 articles de cette convention qui traite de la participation. Donc 4 articles sur 41 articles un peu opérationnels, ça fait quand même 1/10 de la convention, ce qui est une part non négligeable. Mais l'aspect un peu innovant et important de la convention en matière de participation, c'est de reconnaître l'enfant comme un acteur politique à part entière et de reconnaître son droit au respect de cette identité d'acteur politique. De plus seulement considérer l'enfant comme quelqu'un qui reçoit quelque chose, mais plutôt de considérer les enfants et les jeunes comme des acteurs politiques, des acteurs en capacité d'agir sur la vie de la cité. Donc je pense qu'on peut affirmer, comme l'a rappelé également Richard, que dès la genèse de ce texte, dès les premières réflexions, la question de la participation a été présentée comme une question essentielle. De la même manière que pour les droits des adultes, la question de la liberté d'expression, la question de la participation est toujours présentée comme un élément fondamental dans la réalisation des adultes. De toute façon, on dit, dès qu'on a 18 ans, on peut voter, on est adulte, on est citoyen, on représente quelque chose. De la même manière, la Convention a voulu marquer le fait que même pour les enfants, le droit à la participation est un droit fondamental qui participe de la réalisation de ces enfants. Donc 4 articles, je disais, qui parlent essentiellement de la question de la participation. Ces 4 articles relèvent 2 choses essentielles. D'une part, l'importance de la liberté d'expression. D'autre part, le droit de se réunir et donc d'échanger entre enfants les opinions ou en tout cas l'aspect participatif. Sur la question de la liberté d'expression, l'article 12, comme l'a rappelé Richard, prend en compte, en tout cas présente l'importance du fait que l'opinion des enfants soit prise en compte,
et donc soit entendu également. C'est-à-dire que à la fois l'article 12 revient sur le fait qu'il est important que les enfants aient une opinion, mais l'article 12 appuie également le fait que cette opinion doit être entendue. Donc ça pose la question de qui doit entendre cette opinion, comment est-ce que cette opinion peut être exprimée et peut-être comment l'entente de cette opinion peut être reprise. L'article 13 rappelle également la liberté d'expression, la liberté de rechercher l'information, mais aussi la liberté de recevoir de l'information. Et finalement, à travers ces éléments, le contour de définition qui est donné à la question de la participation, c'est de dire que ça s'articule autour de la possibilité pour les enfants de développer un avis en recevant une information, donc en étant éclairés, et la possibilité d'échanger les uns avec les autres sur ces questions de participation ou sur ces réflexions. Donc on verra un peu plus tard du coup quand je questionnerai le rôle des adultes, mais là on est à la fois dans la consultation des enfants et dans comment cette consultation, le résultat de cette consultation est pris en compte dans la réalité politique. Ces éléments de définition portent quand même en leur sein quelques questions, me semble-t-il. Je faisais référence à l'article 12 et je vais le reciter en tout cas pour partie, qui stipule que les États garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant. À mon sens, il y a deux éléments qui peuvent être questionnés dans cette définition. D'abord, la question du discernement, et ensuite la question des questions qui intéresseraient l'enfant. Sur le point du discernement, les États s'engagent donc à garantir à l'enfant capable de discernement. Mais qui est-ce qui définit ce niveau de discernement ? À quel moment est-ce qu'on considère qu'un enfant est doué de discernement ? Tout ça, ce sont des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Comment évaluer le discernement d'un enfant ? Est-ce qu'un enfant doué de discernement serait un enfant qui discernerait comme un adulte ? Ce qui pose aussi question. À ces interrogations, pas de question, si ce n'est de prendre acte que de facto, ce sont les adultes qui sont en charge de déterminer la capacité de discernement, puisqu'à aucun moment les enfants n'ont une autonomie dans l'affirmation de leur propre capacité de discernement, de fait. Mais dans l'esprit également de la Convention, c'est bien sûr pas d'écarter les enfants qui seraient doués de discernement des autres et de dire que seuls ceux qui sont doués de discernement ont le droit de participer. C'est plutôt de renvoyer les États et les collectivités à leurs responsabilités en essayant de mettre en place des politiques publiques qui permettent aux enfants de participer, quel que soit leur niveau de discernement. Donc c'est un peu à débattre, à mon sens, mais en tout cas, l'idée, en tout cas l'esprit de la Convention est celui-ci. La deuxième limite, c'est celle qui est relative à la question liée aux intérêts de l'enfant. Et donc, on devrait ne faire participer les enfants que sur des questions qui leur seraient propres, ou en tout cas qui seraient étiquetées comme telles. Et j'insiste sur le mot étiqueté, parce que finalement, la définition de ce qui relève de l'intérêt de l'enfant n'est jamais portée par l'enfant lui-même. C'est toujours porté par quelqu'un d'autre, et cet autre, c'est toujours un adulte. Donc c'est toujours un adulte qui, in fine, décide des sujets qui sont propres à l'enfance. Mais cet élément mis à part, finalement, est-ce qu'on peut réellement, tout de même, segmenter l'espace avec des domaines qui seraient propres à l'enfance et des domaines qui ne lui seraient pas propres ? Est-ce que cette distinction-là, méthodologiquement, est-ce qu'elle est possible ? On peut difficilement imaginer, par exemple, qu'on ne sollicite les adultes que sur les éléments qui les intéressent. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire qu'on demanderait aux adultes de voter, en tout cas on ne demanderait pas l'avis des adultes pour une modification sur les horaires de crèche, puisque de fait, c'est pas dans leur intérêt direct. On ne consulterait pas les adultes sur des questions des parcs et jardins ou des espaces de jeu, par exemple. Ça semble impossible. Par contre, même sur les sujets qui seraient ceux de l'intérêt de l'enfant, question des crèches, question des rythmes scolaires, question des repas en cantine, on ne demande pas systématiquement l'avis de l'enfant finalement.
Donc même si on accepte cette segmentation, force est de constater que l'opinion et l'avis des enfants n'est pas tout le temps consulté. Mais cette vision, cette dichotomie entre un espace enfant, un espace adulte, ce schéma impacte fortement nos consciences collectives parce qu'il nous conduit à développer des modèles d'organisation, des modèles de conduite qui nous font penser la politique enfance-jeunesse dans les collectivités comme un élément isolé. À titre d'exemple, il n'existe pas de politique adulte. Et pourtant, il existe une politique enfance. Alors que les enfants ne sont qu'un public parmi l'ensemble des administrés. Et on les considère non pas comme un public, mais comme un objet qui reçoit quelque chose. Voilà. Donc cette vision nous conduit à organiser, ou en tout cas à penser une organisation, notamment dans les collectivités, puisque moi c'est le champ sur lequel je travaille, à penser une organisation en silo. Et donc, à penser une politique enfance-jeunesse uniquement centrée, alors en fonction des collectivités, sur la question du scolaire ou la question des temps périscolaires. Et par exemple, dans certaines collectivités, on va en exclure la question de la culture, la question du sport ou la question de l'urbanisme, comme si l'urbanisme ne touchait pas les enfants. Donc je pense qu'il est important de penser la participation des enfants comme une pratique qui va au-delà des centres d'intérêt supposés, et qu'il faut penser la participation de ce public comme la participation des adultes, c'est-à-dire la participation d'individus qui vivent dans la cité. Vous l'aurez compris à travers déjà la première partie de mon propos, le rôle des adultes dans la question de la participation des enfants et des jeunes est fondamental. C'est à travers les adultes qu'on va pouvoir développer ou que vont pouvoir se réaliser les enfants dans leur droit à participer. Donc ma prochaine question, c'est celle-ci. Quel est le rôle des adultes et donc des élus dans la participation des enfants et des jeunes ? Je pense qu'il y a deux volets. Il y a un volet de sensibilisation pour que les adultes puissent avoir une part active, alors après positive, négative, chacun l'entendra comme il le souhaite, mais en tout cas avoir une part dans la question de la participation des enfants. Il faut que ces adultes soient sensibilisés à la question de la participation. Et donc, des événements comme celui-ci, par exemple, aujourd'hui, sont tout à fait des événements qui vont dans la démarche de la sensibilisation, de la réflexivité, de se poser les questions de comment est-ce qu'on agit, nous, au quotidien, au travail, dans les responsabilités qui sont les nôtres pour permettre la participation des enfants. Et à l'UNICEF, on travaille également sur cette question à travers un partenariat qu'on développe avec les villes, partenaires de l'UNICEF, pour les amener à développer leur engagement sur les droits en général et donc sur le droit à la participation en particulier. Le partenariat, rapidement pour vous le présenter, le partenariat que les villes nouent avec l'UNICEF France, c'est un partenariat dans lequel elles s'engagent à toujours faire mieux, faire plus pour l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant. Ce partenariat se noue sur la base d'un dossier de candidature dans lequel vous avez 10 fiches thématiques, dont une fiche sur la participation, et où les villes sont amenées à proposer, présenter des projets, des événements qui permettent de valoriser un droit, ou en tout cas de mieux le faire exister sur le territoire. Donc il y a l'idée d'effectuer un diagnostic et ensuite de se mettre en action en fonction du droit qui est présenté. Donc le but de notre démarche, c'est de faire en sorte que finalement les élus prennent conscience du rôle qui est le leur dans la question de la participation. Il y a plusieurs dimensions, plusieurs manières d'encourager la participation dans les collectivités. D'abord, nous, c'est notre positionnement, mais d'abord le fait de mener une politique volontariste dès le plus jeune âge pour inciter les enfants à la participation. Un élément aussi très important, c'est celui de légitimer la parole de l'enfant et de ne pas la considérer comme une parole de seconde zone, mais plutôt comme une parole d'adulte, en tout cas comme la parole d'un administré lambda. Offrir bien sûr la possibilité aux enfants d'acquérir des responsabilités au sein de la ville. Et il y a également des comportements politiques qui freinent cette participation, notamment la symétrie de l'information qu'il peut y avoir, le manque de prise de considération vis-à-vis de l'enfant,
les difficultés à se sentir légitime à parler. Basiquement, quand vous avez dans une assemblée des enfants, généralement, alors soit ils parlent pas, soit on leur donne pas la parole, soit quand ils parlent, on les écoute pas beaucoup, ou bien on minimise l'intérêt et l'importance du propos. Et aussi et surtout permettre l'évolution des modes d'engagement qui sont souvent mal compris par les adultes. Typiquement, permettre l'engagement des enfants et des jeunes, c'est pas forcément permettre l'engagement comme on le conçoit aujourd'hui en tant qu'adulte, mais c'est finalement se poser la question de quel support, quelles plateformes sont les plus adéquates pour les jeunes aujourd'hui, donc peut-être leur demander leur avis à ce sujet, et ensuite utiliser ces plateformes et ces réseaux pour les faire participer. Donc les élus locaux doivent prendre en compte ces éléments de diagnostic pour permettre de mettre en place les conditions qui vont permettre de développer la participation des enfants et des jeunes. Vous l'aurez compris, à mon sens, la question de la participation, ça ne peut pas être quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui est en construction, c'est un état d'esprit, une démarche globale dans laquelle la ville peut s'inscrire. Et il y a du coup différentes pistes et les pistes sont bien sûr aussi diverses qu'il y a de villes. Je vais finir mon propos, je crois, juste en vous donnant un petit exemple. Ok. Donc je vais vous donner, avant de passer aux exemples, question de timing, il y a quelques pistes de réflexion qui permettent de prendre en compte la question de la participation des enfants et des jeunes. Dans de nombreuses villes, la question de la participation et des jeunes est traitée à travers les conseils municipaux d'enfants et de jeunes. Donc vous aurez une explication là-dessus. Moi, je vais prendre l'exemple de certaines villes amies des enfants qui ont mis en place ces conseils et essayer un peu d'illustrer tout ce que je viens de dire avec ces deux exemples. Vous avez une première ville, donc je citerai pas le nom des villes, mais une ville moyenne, plutôt de petite taille, une petite commune où tout le monde se connaît un petit peu, où il y a quelques structures enfance-jeunesse, et ils ont décidé de mettre en place un conseil municipal d'enfants et de jeunes qui a une dizaine d'années de vie, donc 10 ans, ça fait 5 mandats. Et la volonté de la ville, en tout cas la volonté affichée de la ville, c'était celle de faire participer les enfants à la vie de la ville. Donc le conseil est composé d'une quinzaine d'enfants qui sont pas également répartis dans les écoles ni sur le territoire, mais 10 enfants qui participent aux événements de la ville, aux commémorations, qui sont réunis une fois par mois pour réfléchir sur des thématiques. Voilà, donc il y a quand même une petite dynamique qui est en place et la ville est très fière de son conseil municipal et les enfants sont plutôt contents de participer. Quand on les rencontre et qu'on discute avec eux, ils vous disent c'est super chouette, on discute bien autour de la table, c'est intéressant ce qu'on fait, on va à des commémorations, on a une écharpe, c'est génial. Donc plutôt positif. Donc en ressortant de cette, c'est pas un audit de la ville, mais bon c'était un peu pour voir ce qui était fait. On se dit bon bah le conseil municipal marche bien, les enfants sont bien élus, sur le papier la mécanique a l'air de fonctionner. On est allé dans une seconde ville témoin, la ville B, une ville moyenne, un peu plus grosse que la ville précédente, dans laquelle le conseil municipal d'enfants et de jeunes est plus vieux aussi, une quinzaine d'années, et donc on rencontre aussi les enfants. Et là, premier changement, on a pu rencontrer ces enfants tout seuls. Donc la collectivité nous a pas imposé un représentant pourquoi je ne sais pas, c'est pour chapeauter le discours des enfants ou pas, mais en tout cas la municipalité a laissé la possibilité qu'on puisse rencontrer les enfants tout seuls. Et là les enfants vous expliquent qu'il y a effectivement une élection et quand on va un peu dans le détail de l'élection, on se rend compte que tous les enfants ont dû rédiger un programme avec 1 ou 2 projets qu'ils souhaitaient défendre, que la ville a compilé l'ensemble des programmes, qu'elle les a distribués à l'ensemble des enfants du territoire, qu'il y a au moins la représentation d'un élève dans chaque école, et que ces enfants ont pu développer des projets qui sont structurants pour la ville. Le but de mon propos, c'est de dire quoi ? C'est de dire que finalement,
il y a un cas dans lequel il y a un conseil, une structure, une institution qui existe et qui fonctionne, qui se rencontre, qui tourne. Dans le cas, on a également une institution qui existe mais qui rayonne. Parce que finalement, la question de la participation, c'est aussi celle-là. Comment est-ce qu'on collecte, comment est-ce qu'on consulte les enfants et qu'est-ce qu'on fait de ces éléments de consultation? C'est bien de distribuer un questionnaire à 5 ou 10 enfants du conseil municipal. D'abord, quid de la représentativité de ces 5 ou 10 qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ces éléments qui sont remontés jusqu'à nous. Deuxième chose, qui pour nous est très importante, c'est le rayonnement de ces groupes pour qu'on puisse réellement parler de participation des enfants et des jeunes. Comment est-ce que le conseil municipal rayonne sur l'ensemble du territoire et auprès de l'ensemble des enfants? Comment est-ce que la question de la participation, finalement, ne se réduit pas à un microcosme d'enfants, alors que la question de la participation des enfants et des jeunes, c'est bien celle de tous les enfants et de tous les jeunes du territoire. Par ailleurs, on a des villes qui consultent les enfants et qui ensuite changent leur structure, leur fonction de fonctionner. Je ne sais pas si c'est à la marge ou pas, mais en tout cas ça existe, ou qui en tout cas amendent par exemple les programmations d'une année sur l'autre en fonction du retour des enfants. Donc on voit quand même que la question de la participation, elle est très liée à un engagement politique de la ville, des élus, et donc aussi à des engagements individuels d'adultes qui ont une conscience de ce qu'est la participation des enfants et des jeunes, de ce que ça peut apporter à la ville, ou en tout cas de l'importance que ça peut avoir pour les enfants eux-mêmes. Et donc du coup, pour conclure, je dirais que pour l'UNICEF, la question de la participation des enfants et des jeunes, c'est une question qui est centrale, mais on ne se leurre pas, c'est pas quelque chose qui se décrète et qui s'impose, c'est pas non plus simplement une politique publique qu'on peut afficher comme ça en bannière. Ça demande à la fois l'engagement de toute une équipe et au-delà de l'engagement, ça demande aussi une capacité des élus à avoir une réflexivité sur leurs propres actions et de se dire comment est-ce que je considère l'enfant et comment faire pour que malgré le carcan dans lequel on se trouve un peu tous, c'est-à-dire celui de considérer les enfants comme des petits êtres à protéger, comment est-ce que je change mes pratiques pour considérer les enfants comme des êtres, en tout cas des acteurs qui peuvent nous apporter quelque chose et pas seulement des êtres à qui on apporte quelque chose. Voilà. Merci. Ce qu'on avait décidé ensemble, c'était peut-être de prendre une ou deux questions entre chaque intervention et puis on aura un temps de discussion plus global au milieu, au moment de la pause et puis à la fin. Donc si vous avez quelques questions, on peut les prendre tout de suite ou autrement on enchaîne, comme vous voulez. Très bien. Mais là c'est l'heure de la digestion, donc c'est normal, tout à l'heure ça ira mieux, vous verrez. On enchaîne peut-être si vous voulez, je ne sais pas dans quel ordre. Donc du coup avec un retour des terrains de stage des étudiants, voilà, dans les structures médico-sociales. Alors donc nous on va présenter, donc Marion et moi nous sommes EJE, donc enfin futurs EJE on espère, éducateurs jeunes enfants, donc on va vous présenter la citoyenneté chez les tout petits avec nos expériences dans les EAJE, donc les établissements d'accueil du jeune enfant. Donc tout d'abord on va parler de la citoyenneté, qu'est-ce qu'on entend par là? On s'est renseigné sur le dictionnaire, donc la définition est que pour un citoyen, c'est un membre d'un État considéré du point de vue de ses devoirs et de ses droits civils et politiques. Donc en gros, la citoyenneté, c'est la capacité à vivre en harmonie avec les autres et soi-même et dans un respect mutuel. On sait que la citoyenneté, on la vit au quotidien et que notamment nous, on y prête attention à chaque moment de la vie de l'accueil de l'enfant. Donc, au lieu de faire le thème chronologiquement, on va le faire avec certaines rubriques par rapport aux attitudes et aux valeurs à transmettre et à vivre. Avant de l'évoquer, il nous paraît important de rappeler des idées fondamentales. Donc, premièrement, le droit à l'expression. Chaque enfant, même le plus timide, a le droit à la parole. Il doit pouvoir dire ce qu'il pense, donner son avis, proposer des choses. Et tout cela dans le respect d'autrui. Des moments de concertation, des réunions d'enfants peuvent être des moments privilégiés et de partage et de communication, sans oublier tous les moments informels. Après avoir discuté en petits groupes avec aussi des étudiants en éducateurs
spécialisés, on a pu voir que dans les autres secteurs, on retrouve quand même largement la liberté d'expression. Ensuite, deuxième point, donc au niveau du choix. Donc dans le groupe, l'enfant est amené à écouter les différentes propositions, donc soit d'activités, de sorties, etc. Et puis il peut prendre aussi position. Il pourra aussi être à remettre en question justement ses idées de départ, du fait d'écouter les autres propositions des enfants ou des professionnels. Et il va découvrir aussi l'importance du respect des propositions d'autrui et également la décision commune. Ensuite, en troisième point, l'action. Donc l'enfant il doit être encouragé à participer, à être acteur, mais aussi et surtout être acteur de son propre développement. Donc un exemple en EAJE serait par exemple le parcours moteur, où on ne serait pas dans bah voilà, je te pose des tapis comme ça, il faut que tu montes là, que tu descendes là, etc. Mais plutôt le laisser faire lui comme il en a envie et comment de par lui-même il irait faire ce parcours-là. Donc il sera conduit à prendre des initiatives, des responsabilités, à pouvoir agir seul au sein d'un groupe et aller au bout de son engagement. Il va être capable d'agir de manière indépendante et dans ce cas, il sera reconnu tel qu'il est et il aura une place, un statut dans le groupe. Ensuite, quatrième point, donc au niveau de la coopération. Donc là, c'est la richesse, mais aussi la difficulté de la vie en groupe, c'est que on sait qu'au plus bas âge, la coopération a parfois du mal à se faire, même si elle peut s'établir, notamment avec le partage, soit des jeux, soit du goûter, avec le prêt, pareil, d'un jouet par exemple. On peut remarquer aussi que certains enfants apportent de l'aide à leurs voisins. Et puis aussi, cette coopération, elle fait partie évidemment d'une vie de groupe. Il y a forcément de la coopération qui se fait pour qu'il y ait une vie de groupe harmonieuse. Et le fait d'accepter la coopération, c'est le fait aussi d'accepter sa place dans le groupe et également la place des autres dans ce groupe. Enfin, dernier point, le respect. Donc, pour nous, il se situe à 3 niveaux. Le respect de soi-même, de son intégrité, de ses opinions, de sa culture. S'accepter tel que l'on est et se savoir accepter ainsi. Le respect des autres. Il faut savoir accepter les différences, apprendre la tolérance, écouter l'autre et accepter ses idées. Il faut savoir utiliser la politesse, que ce soit envers les adultes, mais aussi envers les autres enfants. Et enfin, le respect des règles de vie et du matériel, en l'utilisant de façon appropriée, en participant aux préparatifs, au nettoyage, au rangement, etc. Donc ensuite, on s'est posé une question, c'est les attitudes justement développées au sein des EAJE pour sensibiliser justement les enfants et leurs familles aux notions de citoyenneté. Donc nous, entre JE, nous sommes concertés. Nous sommes concertés, on a fait part de nos stages, etc. pour voir quelles actions étaient amenées justement. Et on a pu remarquer que certaines actions permettent justement la parole et les besoins des enfants et de la famille qui sont valorisés. Donc on a quelques exemples, notamment la présence d'arbres à doudou et tétines à disposition des enfants. Donc c'est les enfants qui décident de placer ou de reprendre leur doudou ou leur tétine à n'importe quel moment de la journée. Ensuite, il y a la liberté du choix du repas par l'enfant. Donc par exemple, s'il y a un choix entre la viande ou le poisson, ils peuvent choisir. Ils peuvent choisir aussi, dans certaines structures, le choix de l'ordre de prise des aliments, c'est-à-dire qu'ils peuvent commencer très bien par le dessert, finir par l'entrée ou le plat principal. Ils choisissent aussi les goûters et également aussi le professionnel qui peut l'aider pour manger. Ensuite, on a eu aussi quelques exemples comme un mini self qui existait dans certaines structures pour le choix du goûter. Ensuite, il y a la possibilité de choix des jeux libres, donc chez les plus grands. Mais c'est jeux libres entre guillemets puisque on leur propose quand même quelques jeux et après c'est à eux de choisir avec quoi ils veulent jouer. Donc c'est à moitié libre, on va dire entre guillemets. Et ils choisissent aussi la possibilité de participer ou non justement à ces activités.
Ensuite, dans certaines structures, il existe le LAP, donc c'est les ateliers avec les enfants et les parents, qui se fait dans certaines structures une fois par mois. Donc ça permet aussi de rencontrer les parents, de discuter un peu avec eux, et également pour les enfants de se rencontrer hors structure, hors crèche ou hors halte garderie par exemple. Ensuite, il y a également des groupes d'échange donc sur les thèmes choisis par les parents, où là il y a vraiment que les parents qui sont là pour discuter entre eux. Il y a aussi les structures qui sont ouvertes donc aux différentes cultures, comme par exemple donc du coup pour les personnes, les familles qui mangent halal, qui peuvent amener leur repas pour leurs enfants si la structure ne fournit pas ce repas. Ensuite, il y a donc le bilan aussi avec les familles et la direction. Donc ça, c'est soit à l'initiative de la famille ou de la direction pour parler un petit peu de la situation de l'enfant ou même de la famille au sein de la structure. Il y a l'existence de conseils de maison, donc qui permet à chaque secteur d'activité de s'exprimer. Donc c'est soit les jeunes enfants, soit les ados, soit les parents, soit les professionnels. Et il existe aussi donc des conseils de parents. Donc après en avoir parlé tous ensemble, on a mis quelques attitudes que nous on adopterait en tant que futurs professionnels pour favoriser la participation des enfants et des jeunes. Donc on était parti sur une écoute bienveillante des besoins des enfants et de leurs familles, un travail de communication en équipe, savoir se rendre disponible, tenir compte des observations faites par les parents ou les autres professionnels durant les temps d'échange et savoir prendre en compte la singularité de chaque enfant, le respecter et l'accompagner tel qu'il est avec ses besoins, ses origines, etc. Donc les points évoqués ne sont bien sûr pas exhaustifs et méritent d'être étoffés et développés. Nous souhaitons qu'ils contribuent à une sensibilisation à la notion de citoyenneté abordable chez les tout petits déjà. Le rôle de l'éducateur ressort clairement par son comportement, son écoute, ses encouragements et ses explications, la souplesse qu'il saura donner à ses projets en fonction des besoins et des demandes des enfants. Il sera un atout majeur dans le développement de l'esprit de citoyenneté. Ainsi, n'oublions pas que l'enfant d'aujourd'hui sera l'adulte de demain. Et pour conclure, on a fait justement une petite conclusion par rapport au fait que si on arrivait à percevoir ou pas justement cette mise en œuvre par rapport au droit, la citoyenneté, etc. Et on remarque que il y a un décalage qui existe entre nos connaissances qu'on nous a appris, etc. sur la citoyenneté et la réalité sur le terrain, notamment par rapport aux besoins de l'enfant et de la famille au niveau de leur expression, etc. Et on sait très bien, par rapport, nous, les différents stagiaires, on était dans les différentes structures. On a vu que tout dépendait du degré d'intention des structures d'accueil pour justement ce droit à la parole, l'expression, etc. Voilà. À vous les ES. Bonjour à tous. C'est bon, je peux y aller. Donc voilà, moi je suis en première année d'éducateur spécialisé et je suis porte-parole d'un groupe qui portait sur le secteur du handicap, notamment de la déficience intellectuelle ou motrice, et qu'elle soit enfant ou adulte. Donc nous, on est parti du cadre législatif et on a pris la loi 2002. Donc la loi 2002 qui, grosso modo, a pour but de replacer l'usager au centre du dispositif, de ne pas faire en sorte que ce soit l'usager qui s'adapte à la structure, mais bien la structure qui s'adapte à l'usager. Et donc on a cherché les outils favorisant l'expression et la participation. Donc on a vu des outils comme le projet personnalisé, donc qui entre totalement en corrélation avec ça, donc qui permet à l'usager de participer à son propre projet et d'effectuer des demandes sur ce qu'il souhaite faire évoluer ou dans les domaines dans lesquels il souhaite avancer, ou encore le conseil de vie sociale. Donc le conseil de vie sociale, on a voulu faire une focale là-dessus, et donc sur l'expression des usagers et le fonctionnement à travers ce conseil de vie sociale. Donc le CVS, je vais l'appeler comme ça à partir de maintenant, c'est une sorte d'instance où les usagers élisent des représentants internes à leur structure, donc pour faire valoir leurs droits et leurs demandes. Donc comme vous le disiez tout à l'heure,
nous, à travers ce vote, on peut voir un premier acte de citoyenneté. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas réduire la citoyenneté au simple fait de voter. Donc, mais bon, en voilà les prémices. Donc, on a pu voir, grâce à nos discussions qu'on a eues ce matin et auparavant, que le Conseil de vie sociale avait différentes formes, que ce soit sur la fréquence à laquelle il se fait, c'est-à-dire dans certaines structures, il peut se faire une fois par an, dans d'autres, il peut se faire une fois par mois, mais aussi sur les thèmes qu'il aborde. On a pu remarquer des CVS, donc des conseils de vie sociale, où on parlait notamment de la question de la restauration. Comment manger, qu'est-ce qu'on mange, etc. Et d'autres où on n'abordait pas du tout ce sujet. Donc en fait, ce qu'on a voulu faire tous ensemble et ce à quoi on est arrivé à force de discussion, c'est qu'on s'est dit, et si on pouvait pas nuancer ce propos de la participation à travers le Conseil de vie sociale, sans le remettre en cause, puisqu'on sait qu'il est là et qu'il est évidemment très opportun qu'il soit là, mais comment nous, on le remarque dans nos pratiques en tant que stagiaire et dans notre première année. Et donc on s'est dit, dans le champ du handicap, c'est moins l'outil CVS qui va favoriser l'expression des usagers que la manière dont il est utilisé. Donc on remarque que souvent, lors d'un CVS, il y a des demandes, des désirs de la part des travailleurs ou des usagers. Je vais prendre travailleur parce que je travaille dans un ESAT, donc j'ai l'habitude. On remarque quand même que c'est l'équipe éducative ou la direction qui tend à orienter les représentants du CVS vers ce à quoi ils veulent aboutir. Il y a des demandes et des fois c'est sûr qu'on peut pas toujours répondre positivement ou qu'on ne peut pas toujours répondre tout court aux demandes des usagers. Il faut souvent recentrer le débat, ou du moins parfois recentrer le débat pour voir ce à quoi il est possible d'arriver. J'entends par là quelques exemples. Prenons par exemple, moi je suis en ESAT, en établissement de services et d'aide par le travail. Donc ce sont des travailleurs en situation de handicap et déficience intellectuelle légère. Et il y a donc des CVS dans lesquels des usagers font des demandes au sujet d'investissements pour le travail. Les investissements pour le travail doivent rentrer en ligne de compte dans le budget. Ce n'est pas le budget qui va être modifié par rapport aux demandes des usagers, mais c'est bien les demandes des usagers qui vont être adaptées ou non au budget qui est alloué durant le CPOM, durant 5 ans. On peut prendre d'autres exemples, notamment dans la commission restauration. On a pu voir que les EJE parlaient de choix de repas, de mini-self, etc. Souvent, ils ont des choix de repas, mais ils ont des choix de repas sur des choses qui sont déjà prédéfinies. Par exemple, on va leur donner soit du poisson, soit de la viande, mais ce ne sera que du poisson ou que de la viande. Il n'y aura pas une liberté totale de choix pour les usagers. Ils seront et donc en somme, on en vient à la conclusion. On constate que souvent, il faut au final que ce soit la structure qui propose des outils pour provoquer la participation des usagers. Voilà. Donc, en ce qui concerne la protection de l'enfance, on va utiliser les mêmes outils que le handicap. Donc, les outils qui proviennent de la loi 2002. Donc, comme le CVS ou la participation des enfants. Donc, on remarque que la loi était un élément moteur pour développer des initiatives, pour en faire des outils. Donc, en fait, au vu des discussions de ce matin, on a pris un exemple sur l'initiative d'un groupe de parole, donc qui a été créé dans une maison d'enfants à caractère social. Donc, en fait, le groupe de parole a été créé en réunion d'équipe, donc à la décision de l'équipe éducative. Donc, réalisé tous les lundis soirs, regroupant 17 enfants de 4 à 12 ans. Donc, sur 2 mois et demi de mon stage, en fait, il y a eu un seul groupe de parole, donc ça fait 1 sur 10. Donc, on peut remarquer qu'il y a un décalage entre la volonté et le concret. Ça veut dire qu'il y a un décalage entre la volonté, donc l'équipe éducative met en place l'outil, donc il se base sur ça, mais s'interroge moins sur les conditions nécessaires pour la participation des enfants. On a remarqué que un enfant de 4 ans n'aura pas les mêmes modes d'expression qu'un enfant de 7 ans, par exemple. Il va être plus sur des modes d'expression comportementales mais pas verbales, et inversement pour des enfants de 7 à 10 ans.
Aussi sur les temps, le groupe de parole, c'est sur des temps informels. Ça veut dire que c'est au bon vouloir de l'éducateur. Et ça tout dépend de son contexte. Quand des enfants, le soir, les enfants sont turbulents, l'éducateur ne va pas mettre en place le groupe de parole et plus être sur le comportement des enfants. Donc tout ça pour dire que développer la participation des enfants, c'est une préoccupation, mais on travaille davantage sur d'autres champs éducatifs, comme la vie en collectivité, donc l'apprentissage des règles, sur la socialisation, la scolarité, donc sur les devoirs, signature de carnet, sur la relation parent-enfant ou sur les carences affectives. Bien, on va prendre quelques questions, mais j'en pose une en premier parce que j'ai le micro en main. Juste une question, mais ça va dans le sens des présentations qui ont été faites. C'est que ça règle pas la question de la représentation qu'on porte sur l'enfant. D'un côté, on a un texte très normatif qui est la Convention internationale de l'enfant, qui porte quand même qui porte des engagements très forts sur ces aspects-là. Là, on a une série d'outils, comme tu le disais tout à l'heure, le CVS, le CME et autres, mais ces outils-là sont utilisés en considérant l'enfant non pas, encore une fois, comme un être politique, mais comme quelqu'un qu'il faudrait protéger, sécuriser, etc., etc. Donc en fait, on a une série d'outils, mais comment le travail sur la représentation peut évoluer? Et est-ce que là, à l'UNICEF, vous avez des actions qui permettent de porter le débat auprès des collectivités sur ces aspects-là? Effectivement, la question de savoir comment les adultes voient les enfants, quelle représentation est-ce que les adultes ont de l'enfant, c'est le cœur de la question. Et c'est aussi une question qu'à mon sens on ne parviendra pas à résoudre immédiatement, parce que c'est des questions de socialisation, des questions d'institution, des questions de cadres normatifs qui sont quand même très très forts. Et du coup là, ça pose quand même plutôt une question sociétale dans notre société occidentale, quelle est la place des enfants et quelle est la place qu'on veut bien laisser aux enfants et pourquoi. Ceci étant dit, il faut quand même faire quelque chose. Et effectivement, l'UNICEF essaye de sensibiliser à la fois ses collectivités partenaires, mais aussi les enfants, à la question de leur participation et à la question de leur position en tant qu'acteurs dans ce système un peu normatif. Et l'idée pour nous, c'est vraiment de dire à nos partenaires qu'une bonne action de participation, c'est une action dans laquelle on va considérer les enfants comme moteurs. Et je parlais du partenariat notamment qu'on développe avec un certain nombre de villes en France. Les actions qu'on met en avant, ce sont les actions des villes qui valorisent la participation de l'enfant, ou en tout cas qui tiennent compte de la parole de l'enfant. Mais ça, c'est un travail sur le long terme, et ça demande aussi beaucoup, je pense, d'investissement de tous les organismes de formation qui forment les professionnels de l'enfance sur la question de comment est-ce qu'on apprend aux jeunes, en tout cas aux jeunes, ou à tous ceux qui sont en formation, quelle vision on leur demande d'avoir de l'enfant. Finalement, je pense que c'est aussi en lien. Et alors, juste pour approfondir, dans les terrains de stage que vous avez pu analyser, sans vous mettre en difficulté vis-à-vis des structures qui vous ont accueilli, mais est-ce que ça a été exprimé la position des directeurs ou directrices de ces structures sur cette question de la participation? Parce que vous le disiez tout à l'heure, c'est pas simplement des outils qui feront avancer le débat, c'est aussi la manière dont on considère les enfants. Et est-ce que là, dans les discussions informelles ou formelles que vous avez pu avoir avec les personnes qui travaillent là-bas, est-ce qu'il y a des choses qui transparaissent dans les échanges? C'est compliqué de répondre à ça, étant donné que je suis pas avec les enfants en plus, moi. Mais comment dire, je dirais qu'ils sont, de mon point de vue, notamment dans le Conseil de vie sociale,
les représentants du CVS, donc qui représentent les usagers et les travailleurs, donc ont une place à part entière dans la réunion. Ça je le remarque, j'ai pu le remarquer en y assistant. Ils ont une place totalement à part entière dans la réunion, ils ont leur temps de parole, il est égal à celui du directeur ou celui de l'éducateur spécialisé en poste. Et donc je trouve qu'il n'y a pas de différence faite là-dessus. Nous, on insistait plus sur le fait que des fois les demandes et les sujets abordés n'entrent pas forcément en corrélation avec le fonctionnement de la structure. Et donc il faut parfois réorienter le débat là-dessus et revenir sur des choses qui sont plus terre à terre en quelque sorte. Au niveau de la participation, je ne sais pas si vous pouvez en dire plus, les collègues. Moi personnellement, par rapport aux enfants, je trouve que oui, ils ont des choix, oui, ils ont des libertés, mais c'est toujours quelque chose d'assez restreint en fait. Parce que ce sera par exemple, comme on disait tout à l'heure, le choix entre la viande ou le poisson par exemple, mais c'est quand même, c'est pas un choix totalement libre, puisque ça reste quand même une viande certaine et un poisson certain. Et c'est toujours comme ça dans le choix des jeux libres. Ça va être, on propose 3 jeux différents, ils auront le choix du jeu, mais ça restera entre les 3 jeux proposés à la base qui seront choisis par les professionnels et non pas par l'enfant. Donc oui, il y a du choix, mais pour moi, pas total. Bon, je reviendrai tout à l'heure là-dessus, mais je vois qu'il y a des questions. Je fais circuler le micro, si tu veux. Parce qu'en fait, comme ça enregistre, c'est mieux si tu parles dans le micro. C'est pas une question, c'est juste pour appuyer ce qu'elle disait Marion, et c'est ce qu'on disait ce matin en groupe avec Nicolas. La participation, elle prend appui forcément sur la proposition d'une institution, la proposition des structures, où elle n'est pas totalement libre. C'était juste pour appuyer ce qu'elle disait Marion. Bon, pendant que je suis debout, il y a forcément d'autres questions. Okay. Juste du coup une question sur votre présentation ou vos présentations. Je fais un petit groupe de questions, puis après vous répondrez du coup. Je voulais du coup savoir si dans les structures dans lesquelles vous avez été accueillis dans vos stages, pour vos stages, est-ce que la question de la participation était ressentie par les professionnels comme une question prioritaire, ou est-ce que c'était plus ressenti comme une question annexe et un peu accessoire? En gros, la participation des enfants c'est bien, mais enfin c'est pas notre priorité. Alors à la fois, soit par les professionnels, soit par les familles, les parents, soit par les enfants eux-mêmes ou d'autres usagers. Ensuite, est-ce que vous, dans votre formation, la question de la participation est une question importante? C'est-à-dire comment est-ce que vous l'appréhendez dans votre formation? Et du coup, en tant que futur professionnel, quelle place est-ce que aujourd'hui vous pensez pouvoir laisser à la participation dans vos pratiques? Est-ce que c'est quelque chose qui pour vous est important ou pas? Voilà. Tu vas? Vas-y pour les enfants. Je vais y aller pour les au niveau, moi je sais que j'ai été en stage dans une halte garderie. Notamment, comme vous dites, au niveau de la question prioritaire ou pas de la participation de l'enfant, moi ça s'est pas vraiment vu. Pour les professionnels, c'était vraiment des journées type tracées, etc. Il n'y avait pas forcément de Marion parlait des choix entre 3 jeux, mais c'est vraiment parce que on l'a décidé et que c'est comme ça, un point c'est tout. Il y avait vraiment pas de limite de temps de parole pour des enfants pour dire qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui par exemple. Ça il y avait dans ma structure, il y avait pas, et c'est vrai que là on en parlait un peu ce matin, etc. avec les débats. C'est vrai que à chaque fois on ressort avec des idées plein la tête, mais au final quand on revient sur le terrain, il y a les professionnels qui sont déjà là, qui ont déjà leur habitude, etc. et qui n'ont pas forcément envie que ça change. Ils sont bien comme ils sont, leur journée se passe bien, ils ont leur petite habitude, etc.
Et nous, pour nous, que ça soit nous en tant que stagiaires ou même les futurs, enfin ceux qui sont professionnels depuis peut-être 1 ou 2 ans, je pense que c'est très dur pour eux aussi de mettre des choses en place, et parce que leur regard est totalement différent, quoi. Je pense que la participation de l'enfant est partielle, ça dépend des moments. Donc nous, après, peut-être que une fois qu'on est sorti de là, les futurs professionnels, etc., au fur et à mesure qu'on soit plus nombreux, peut-être que ça marchera plus. Mais pour l'instant, en tout cas, moi, je sais que c'était comme ça. Après, je sais qu'il y avait d'autres stagiaires JE c'était un peu dans le même type de politique, quoi. Donc c'est vrai que pour ça, c'était un peu dommage, quoi. Peut-être pour venir un petit peu en soutien des étudiants, et là je fais je voudrais préciser quelque chose, c'est que effectivement ce qu'a dit Pauline pourrait répondre un petit peu à votre question, dans la mesure où finalement je me rends compte, donc je suis formateur moi, je le dis pour préciser le truc, je me rends compte que la participation, enfin l'enjeu de la participation, elle est vue d'une manière assez assez globale avec le prisme de l'obligation au niveau de la loi. C'est ça. C'est-à-dire qu'on va se mettre en conformité avec la loi en proposant des instances qui vont favoriser la participation des usagers. Ça ne veut pas dire qu'avant, donc notamment 2002, la loi, ça ne veut pas dire que l'idée de la participation n'était pas pensée, proposée, etc. Mais c'est assez paradoxal parce que du coup, on voit la participation sous le prisme de l'obligation. Et donc, vous disiez, on va décréter l'injonction à la participation, on va décréter que les gens doivent participer, que les usagers doivent participer. Et donc, je pense que ça fausse un peu la donne, et on peut pas répondre de manière binaire. Je veux dire, je pense à la question que vous posez, à savoir, non, ils y pensent pas, ou oui, ils y pensent. C'est-à-dire que oui, ils y pensent, mais comment ça se met en place après sur les terrains, et comment ils peuvent les mettre en place aussi avec les contraintes que connaissent les établissements, c'est assez peut-être compliqué, je pense. Voilà. Alors ça, c'est pour la première question. Et la deuxième question, qui est par rapport à l'enjeu la place de la participation dans la formation. Alors je suis bien placé pour le savoir parce que j'organise la première année des éducateurs spécialisés au niveau pédagogique, donc je suis bien placé pour savoir quelle place elle a, et j'assume ce que je vais vous dire, mais elle a une petite place, très petite place. Dans la formation, ces idées de participation, alors des usagers tant enfants qu'adultes, se découvrent davantage sur la 2e et 3e année, quand ils commencent à travailler sur le territoire, sur le partenariat, etc. Et comment impliquer justement, notamment avec le développement social local, des habitants, des enfants d'un quartier dans des projets, éducatifs. Voilà. Je complète ma question du coup, puisque je pense que vous allez y répondre, et du coup comme c'est pour vous, donc voilà. C'était juste sur le conseil de vie sociale. Je voulais juste avoir quelques chiffres si c'est possible, savoir combien est-ce qu'il y a de gens dans cette instance, et combien de personnes sont des représentants des usagers, quelle proportion ça représente, et du coup est-ce que c'est un poids significatif ou est-ce que c'est un poids on va dire consultatif. Je peux vous donner l'exemple de ma structure parce que c'est le seul que je connais, à moins que d'autres puissent prendre la parole. Nous, il y a une élection CVS, donc il y a 2 représentants des travailleurs élus. Il y a également 2 suppléants. Il y a un représentant des familles des travailleurs. Et il y a ensuite un éducateur spécialisé qui est présent, le directeur adjoint qui est présent, et lors de la grande élection CVS qui a lieu, non pas celle qui a lieu mensuellement, mais celle qui a lieu annuellement, la grande, il y a aussi le directeur, monsieur le directeur de la structure. Et donc c'est des choses c'est quelque chose qui est quand même bien ancré au sein de la structure. Donc il y a 95 usagers en tout, 95 travailleurs. C'est des choses qui sont bien ancrées dans la structure. On sait que s'il y a quelque chose qui va pas, il y a de très grandes chances que ça remonte au CVS. Il y a plus de tabou là-dessus. S'il y a plus de non-dits, tout se dit au CVS. Des fois même des choses qui n'ont pas lieu d'être dit. Ça, comme je vous le disais tout à l'heure. Et
Donc voilà, ouais, je pense que la place du CVS, la place de cet outil-là au sein de la structure où je travaille est assez importante. C'est quelque chose qui est bien ancré dans le fonctionnement maintenant. Je sais pas si dans d'autres structures c'est quelque chose qui doit encore tendre à progression, ou alors si quelqu'un dit comme moi, quoi. C'est pas. J'ai répondu à votre question. D'accord, merci. Je voudrais me permettre effectivement et me saisir de ce qui vient d'être dit. Dans vos deux témoignages, je sais plus ton prénom, pourtant on vient de me le rappeler. Pierre-Olivier. Pierre-Olivier, tu as insisté, à juste titre, de mon point de vue, insisté sur le fait que tu étais en ESAT. On est avec un public adulte. L'ESAT sûrement géré par une association de parents. D'accord, bien Très sûr, probablement. d'accord. Il y a toute une histoire. Voilà, il y a toute une histoire derrière cela. Si je prends l'autre témoignage, maison d'enfants caractère social, et votre collègue l'a tout à fait bien présenté. Le groupe de parole, d'ailleurs, donc c'est pas une instance, c'est un groupe de parole. C'est déjà c'est groupe de parole. Bon, on va causer, quoi. C'est pas trop quoi, mais enfin, on va causer. Et vous avez vu comment le témoignage nous a permis de comprendre comment il était utilisé. C'est à la bonne franquette, hein. Un coup on fait, un coup on le fait pas. Vous n'avez pas été sage, on le fait pas. On a des soucis, on le fait. Tiens, on va le faire. Je sais pas trop pourquoi on le fait ce jour-là. C'est pas du tout la même réalité. C'est beaucoup moins inscrit. Et on est avec donc des enfants qui sont accompagnés en protection de l'enfance, maison d'enfants caractère social. Et là, moi, je pense qu'il y a un vrai. Alors là, je parle de moi, de nous. Il y a un vrai enjeu. Il y a un vrai enjeu aussi démocratique et politique pour le coup. On ne peut pas, on n'a pas le droit, je ne parle pas de cette structure, je ne la connais pas. Moi, je parle moi. On ne peut pas avoir une intention de participation et ne pas être très exigeant sur les formes permettant cette expression. Sinon, on se fout de notre gueule, quoi. Excusez-moi de le dire comme ça, mais on se fout de notre gueule. Et même des gamins de 4 ans, 5 ans, ils repèrent bien quand on se fout de leur gueule. Sauf qu'ils sont en protection de l'enfant. Ils ont été maltraités dans leur vie. Et donc, si on se fout de leur gueule, on en rajoute une louche. Hein. C'était ma première remarque. Et je pense qu'il y a dans notre secteur un gros historiquement aussi, une approche totalement différente si on parle des enfants et si on parle des adultes. Je pense qu'au niveau des enfants, on a encore sacrément à progresser, notamment au niveau des pédagogies des formes. Je voudrais, Nicolas a fait une remarque que j'avais envie de faire, donc je la fais plus. Je voudrais, puisque j'ai la main et que je vais malheureusement devoir vous quitter un peu plus tôt que la fin de la séance, revenir sur la question du discernement, Convention internationale, qui parle bien du discernement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on va plus loin. Faut-il attendre une forme de déclaration de discernement chez l'enfant, dont vous nous l'avez bien dit, on ne sait pas la définir de toute façon, pour l'autoriser à participer? Quand je dis ça, j'ai en tête une expérimentation. Alors malheureusement, je sais que cette expérimentation a été pilotée par Sylvie Reyna, qui est une universitaire. Donc c'est les enfants chercheurs. Elle a fait participer des enfants de 2 ans et qui ont bien sûr un référentiel de mots et de vocabulaire, de sémantique très très faible à 2 ans. Elle a utilisé la photo. En fait, l'équipe et cette chercheuse ont repéré que les enfants très très tôt savaient prendre des photos avec les outils qu'on a maintenant. Clic clic. D'accord. Et en fait, ils ont utilisé un autre support avec vocation, et manifestement, enfin moi j'assistais à l'exposé de cette expérience, ça a eu des effets tout à fait intéressants sur la participation de ces enfants là au projet de la structure, quoi. Je voulais après aussi faire une avant-dernière ou une dernière remarque, c'est sur la question des choix. Participation, liberté, responsabilité. Enfin, c'est toutes ces notions-là. Alors après, attention à ne pas tomber dans une forme même plus d'utopie, mais d'irréalisme. De fait, il y a des contraintes, il y a des jeux de contraintes. Tout ça, c'est encadré. On peut pas. Bien sûr, ça serait mieux que ceci ou mieux que cela, mais enfin. La question des choix, on sera toujours limité. Si même demain tu mets 3 plats, on peut dire c'est con, il n'y en a pas 4. Bon, bien sûr. Donc ça, il faut entendre la participation, c'est pas décidé. Il y a d'autres variables qui interfèrent. On rentre dans la complexité. Et j'ai une dernière remarque
suite aussi à votre exposé. D'ailleurs, je vous remercie, et pour la préparation et pour la clarté de vos exposés. Dernière remarque, hein, quelqu'un d'entre vous avait dit, ah bah oui, ben, dans la structure, on laisse du choix, et si l'enfant il a envie de commencer par le dessert, il commence par le dessert, hein, voilà, voilà. Sauf que moi, je suis parent. Et que chez moi, tu commences par l'entrée, le plat et le dessert. Vous imaginez, à l'occasion d'actes du quotidien comme celui-là, vraiment basique, l'alimentation, le genre de conflit que ça peut faire. Parce que moi, parent, je vais venir te voir demain matin, t'es éducatrice, mais t'es pas le père et la mère. Et donc moi, je te dis qu'il n'est pas question que mon enfant commence par le dessert. Vas-y, gère ce conflit-là. Bonjour, hein. Tu peux y aller et ça va être extrêmement difficile. Voilà, c'est tout. C'était des contributions au débat. Du coup, je rebondis sur votre dernière remarque, mais du coup, c'est exactement ce qu'on disait avec Richard sur le problème de la vision générale de la société, la vision de la société sur les enfants. Que sont les enfants dans notre société? Et effectivement, même si un éducateur a eu une extraordinaire formation et il veut faire participer les enfants parce qu'il est convaincu du bien fondé de cette démarche et de ce que ça peut apporter à l'enfant dans son développement, si finalement les parents et l'entourage sont contre, quid? Que fait-on? J'avais aussi, excusez-moi, une dernière remarque. C'est dans nos centres de formation. Je ne vais pas me mêler du ménage des autres en clair de l'IRTS, je vais me mêler du ménage du CRFP où je suis directeur. La question de la participation des étudiants est un de nos axes de développement en 2016. Nous ne sommes pas bons, je le dis, moi en tant que directeur, je l'assume publiquement. On a de larges marges de progression quant à la place de la participation de nos apprenants dans la formation. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir faire évoluer les modèles professionnels, c'est durant les temps de formation de proposer des modèles qui effectivement mettent en œuvre des démarches permettant la participation. On ne part pas de rien, bien sûr on a des instances, mais on pourrait nettement mieux faire, franchement nettement mieux faire. En clair, il n'y a aucun étudiant délégué dans l'instance de gouvernance, par exemple. Pourquoi? Il n'y a pas de délégué. Dans les instances pédagogiques, il y en a, hein. Mais à la gouvernance, non. Il faut être sérieux quand même. D'accord? Il y a une remarque là-bas, encore? C'est pas pour faire de remarques ni quoi que ce soit, ce serait juste pour rassurer la personne, enfin l'élève, ma camarade qui a exposé son exemple de les repas qui est pris à l'envers. Certes, ça peut déranger certains parents, mais dans sa crèche, ça fonctionne. Et je pense que derrière, il y a eu un accompagnement et une sensibilisation auprès des parents. Et c'est juste que pour lui dire que c'était un très bon exemple aussi. Voilà, c'est tout. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Sans pépin de melon. Moi, je voulais juste intervenir. Je suis professionnelle de la petite enfance depuis maintenant 15 ans. Je voulais aussi avoir une note positive, c'est-à-dire que effectivement, donc je travaille en multi-accueil et l'arrivée de stagiaires, de nouveaux futurs professionnels, ça donne un bon coup de un nouveau souffle. Et moi personnellement, depuis 3 ans maintenant, je vois l'évolution, une autre méthode de pensée et un apport différent, si vous voulez. Moi personnellement, ces stagiaires qui viennent sur les structures m'apportent énormément et je les encourage à poursuivre et voilà. On peut soit faire une pause, soit continuer. Je sais pas comment.
C'est une mauvaise question. Bon, on fait une pause. En plus, là, on a commencé à toucher à des sujets sur lesquels je souhaitais arriver, donc c'est très bien. Et je sais que Jean-Marc et Damien abonderont dans ce sens-là juste après. Voilà, mais assez vite si vous voulez, 5-10 minutes, et puis on démarre. Ça fait.